Avec le travail, tout est possible. Pas partir en se disant bah non, j'ai pas les armes pour, donc je peux pas y arriver. En fait, souvent on entend ça, bah non, moi je peux pas faire ça parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. En réfléchissant comme ça, tu te fermes plein de barrières, quoi. Donc je pense qu'il faut toujours croire, si on a un rêve, un projet, il faut toujours croire en ce rêve et ce projet, et puis essayer de trouver en soi les meilleures cartes, les meilleurs ingrédients qui vont faire que tu vas pouvoir atteindre ce projet, et pas se dire bah oui, il me manque ça, 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 donc j'y arriverai pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Marion Delépierre, une traileuse de haut niveau qui a notamment remporté les championnats du monde de trail long en 2023. Elle est également médecin du sport et était enceinte au moment où l'on a enregistré l'épisode. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode, comment elle organise son temps pour allier sport de haut niveau et vie pro, son point de vue sur la grossesse sportive, et pour finir, une anecdote sur la double vision qu'elle a pu avoir sur l'UTMB. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Marion Delépierre. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie, merci pour l'invitation du coup. Avec plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc Marion Delépierre, je suis lyonnaise d'adoption. À l'origine, j'habitais à Lille et j'ai immigré à Lyon pour mes études de médecine il y a maintenant une bonne dizaine d'années, donc ça commence à faire. Du coup, je suis médecin du sport à Lyon. Je suis installée à la clinique de la Sauvegarde dans le 9e et au centre de médecine du sport de Lyon-Gerland dans le 7e. On a deux centres de consultation avec mes associés. Et puis en parallèle, je suis aussi assez sportive. je fais du trail, format plutôt long, entre 80 et ça peut monter jusqu'à 170 km. Donc j'aime bien voilà le sport d'endurance, on va dire. Je pratique aussi le vélo en parallèle enfin, du coup, c'est un sport plutôt croisé, hein. C'est pas le sport principal, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne aussi beaucoup et je viens de la natation, tu vois. Donc, je suis passée d'un milieu aquatique à un milieu terrestre. Ok. Justement, est-ce que tu peux développer un petit peu, toi, c'est quoi ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es prise de passion finalement justement pour les sports d'endurance et le trail en particulier ? L'histoire avec le sport, j'ai démarré comme pas mal de jeunes filles par de la danse classique. Alors pas de manière très assidue, voilà, tu vois, j'y allais une fois par semaine en étant toute petite. Et j'ai découvert la natation sur mon lieu de vacances l'été, où un maître nageur qui m'avait vu nager avait conseillé à mon père et mon grand-père qui à l'époque me payer des cours de natation pour apprendre à nager. Il leur avait soumis l'idée de m'inscrire dans un club de natation parce que j'avais une bonne glisse et que voilà, il trouvait que ça matchait bien dans l'eau. Et puis voilà, c'est là qu'a démarré pour moi vraiment l'amour du sport vers 12-13 ans parce que c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était d'aller s'entraîner. Alors c'était 2 fois par semaine au départ, mais le cadre, tu vois, un peu plus pas strict parce que j'aime pas trop ce terme, mais plus organisé le fait d'aller à l'entraînement, d'avoir un groupe d'entraînement. Et puis on sait que bon, la natation c'est quand même pas le sport le plus évident, non, donc c'est quand même pas toujours très ludique. Contrairement à un sport co ou autre, quand t'as 12-13 ans et que tu découvres un peu ce que c'est que d'enfiler les longueurs, de faire des séries, de faire des intensités. Donc c'est vraiment là que j'ai découvert pour moi le sport et puis après le sport de compétition parce que c'est assez rapidement venu derrière et puis les entraînements se sont majorés avec les années, les premiers résultats, les premières sélections. Voilà, donc en gros j'ai fait une petite dizaine d'années de natation. Ça me prenait quand même pas mal de temps, donc ça laissait pas de place à un autre sport, mis à part le sport scolaire, mais on sait qu'il est quand même assez limité malheureusement. Donc c'était plus la natation et j'ai tout de suite aimé en fait passer du temps dans l'eau et puis m'entraîner des heures durant quoi. Donc l'aspect vraiment plus
endurance, même si c'est vrai qu'à l'époque, mes spécialités, c'était plutôt sur 50 mètres et 100 mètres. Donc, tu vois, c'était plutôt des efforts quand même plus explosifs. Mais voilà, après, de toute façon, même quand tu fais du 50 et du 100, tu nages quand même 5 bornes par entraînement dans l'eau. Donc, ça reste quand même du sport d'endurance. Et puis après, j'ai mis un petit coup de frein pour rentrer en fac de médecine et pour le concours et puis toutes ces années qui nécessitent quand même beaucoup de boulot. Donc là, tu passes de un entraînement au moins tous les jours à un par semaine, peut-être. Donc c'est là que c'est un peu limité. Puis la fin des études où tu as un petit peu plus de temps et puis c'est un petit peu plus compliqué de trouver des créneaux de piscine, des piscines ouvertes quand toi tu sors de l'hôpital à 20h, il y en a plus trop. Donc c'est là où j'ai découvert la course à pied. Et puis mon conjoint courait déjà aussi beaucoup à l'époque, donc c'était l'occasion aussi de faire un sport tous les deux, de partager tant sur l'aspect pratique qu'est la course à pied, basket, short, t-shirt, montre en main, en 1 heure tu peux avoir fait ta sortie, et puis l'aspect de le partager aussi ensemble, de pouvoir parler pendant la sortie, ce qui est pas toujours le cas quand t'es la tête sous l'eau. Donc voilà, il y avait pas mal d'aspects pratiques de la course. Et puis au fur et à mesure, j'ai augmenté les distances et en fait faire du long, en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup la sensation que t'as de partir plusieurs heures en montagne. Tu vois plus de choses que quand tu restes courir 1 heure sur ton tour de pâté de maison. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les efforts plutôt longs. Et puis que ce soit en vélo, que ce soit en courant, voilà, en gros c'est le fil conducteur de ma pratique sportive aujourd'hui. C'est ça, c'est d'abord l'aspect plutôt aquatique mais endurance et puis après renouer avec le sport après des études un peu longues et la course à pied et puis voilà la découverte des distances qui se sont allongées au fur et à mesure, quoi. OK. Est-ce que selon toi, tu avais des prédispositions dans le trail, les sports d'endurance? Et si oui, à quel moment tu t'aperçois que, tu as peut-être une carte à jouer à ce niveau-là, que tu as peut-être un petit truc en plus ou la possibilité de faire un peu mieux que la moyenne des amateurs, on va dire? Je pense que ça, c'est venu vraiment après, ouais, tu vois, il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à découvrir vraiment les formats un peu plus longs, quand je me suis inscrite à une des courses de l'UTMB, la CCC, des courses qui dépassaient 60-70 kilomètres. En fait, je me rendais compte que je prenais plus de plaisir sur ces courses-là que des courses plus courtes. Après, prédisposition, j'irai pas jusque là parce que alors sûrement que mon passif de nageuse me sert et c'est très probable d'ailleurs, mais je pense qu'il y a avant tout le plaisir, avant de parler de prédisposition et tout, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne et que j'aime beaucoup pour l'aspect déconnexion qu'on a quand on part comme ça longtemps. Et du coup, ouais, c'est plus ça qui m'a attiré et qui m'a plu. Et bon, c'est vrai que quand t'as les premiers résultats en plus, ça te conforte dans ton choix. Mais voilà, je pense que c'est d'abord le côté envie, plaisir qui a guidé ça plus que se dire voilà, je suis issue d'un sport où j'ai borné pendant des années adolescente, alors probablement que j'ai des prédispositions sur le long. Non, je pense que c'est vraiment plus le côté plaisir que j'ai découvert en allongeant les distances, quoi. OK, ça marche. Quand tu commences à avoir tes premiers résultats en course justement, quelle est ta réaction par rapport à ça? Est-ce que tu es surprise? Ou est-ce que, tu trouves que c'est cohérent par rapport au volume d'entraînement que tu as, à l'intensité que tu mets dans tes entraînements? Ou pas forcément? Plutôt surprise parce que, enfin, faut savoir que j'ai pas non plus, comment dire, j'étais pas très du tout structurée quand j'ai commencé la course à pied. J'ai commencé, enfin, je m'entraînais quand je vois avec le recul ce que je faisais pour les courses auxquelles je m'engageais. C'était largement insuffisant. Enfin, du coup, j'avais pas cette forme de confiance sur un volume fait et tout parce que enfin, clairement, j'étais quand tu vois ce qu'on fait aujourd'hui pour des telles distances, les heures d'entraînement que ça demande, j'étais largement en deçà de ce qu'il fallait faire à l'époque sur mes premières courses longues. Donc
Je l'ai découvert vraiment après, en 2019, quand j'ai pris un entraîneur et tout ça, et qu'il a vu ce que je faisais. Il m'a dit, bah non, en fait, ça va pas du tout. Ce que tu fais, c'est pas suffisant, c'est mal calibré. Donc non, j'avais pas du tout cette connaissance-là de l'entraînement, et c'était pas vraiment structuré. Donc je dirais pas que ça vient de l'entraînement. C'était vraiment plus l'aspect voilà, plaisir, découverte, d'aller parcourir la France et d'aller découvrir un nouveau massif ou une nouvelle course, qui guidait plus mes choix que en premier l'entraînement pur et dur, quoi. OK. À quel moment se présente à toi l'opportunité de passer un cap en allant en équipe de France? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours, eu dans un coin de ta tête ou pas forcément, c'est quelque chose qui est venu, qui s'est un peu présenté à toi? Eh ben, l'équipe de France, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma tête à partir du moment où j'ai commencé à faire du sport. Donc c'est quelque chose que j'avais vraiment, que je rêvais de ça à partir du moment où j'ai commencé à faire de la compétition, à découvrir ce qu'était le sport de haut niveau, et découvrir qu'il y avait des nageurs qui pouvaient se sélectionner en équipe de France, nager pour la France. Enfin, tu vois, c'était vraiment à ce moment-là, donc j'étais ado, quoi. Et puis j'ai pas eu le niveau requis à l'époque pour prétendre à ce genre de sélection. Donc c'est quelque chose que j'avais plutôt enfoui en me disant, voilà, je vais devenir médecin. De toute façon, le sport de compétition, c'est terminé. Je ferai toujours du sport, mais dans un objectif plutôt dilettante, de loisir et non structuré. Et c'est quelque chose qui est ressorti en fait après, bien plus tard, donc en 2019, quand j'ai pris un entraîneur. Donc déjà là, je remettais un pied dans la structuration, dans l'entraînement, donc mine de rien, ça me ramenait quelques années auparavant. Et après le Covid, en fait, le Covid, ça m'a pas mal chamboulé sur plein de choses, sur le sens de ma pratique, sur les dossards, sur pas mal de petits trucs, et je me suis quand même posé beaucoup de questions sur ma pratique à ce moment-là. Et puis après une contre-perf, une reprise de dossard post-Covid, où j'étais pas du tout dedans, et j'avais l'impression de pas être à ma place sur cette course-là de reprise. Je me suis remise en question, et puis c'est mon entraîneur à ce moment-là qui m'a dit, bah en fait, qu'est-ce qui te plaît globalement dans le sport? Quelles sont tes envies, et est-ce qu'il y a un rêve, il y a un truc qui reste, ou sur lequel on pourrait travailler, quoi, pour trouver un peu de sens à cette pratique. Et puis bah comme ça, je lui avais lancé moi de toute façon j'ai toujours adoré le sport, et mon rêve, c'est de porter un jour le maillot de l'équipe de France. Et puis bah là il m'a dit, bah ouais, OK, allez, bah on se met au travail pour ça. Non mais je dis, non mais c'est une blague en fait, enfin c'est pas une blague, mais je voulais pas y croire, tu vois. Je lui ai dit comme ça au téléphone. Et puis pour lui, c'était vraiment un truc sérieux, et il fallait s'accrocher, et on pouvait pas laisser un truc, un rêve, une ambition sans qu'elle soit en tous les cas tentée et travaillée. Et du coup, c'est parti de là. OK. C'est là qu'il a rouvert un petit tiroir en moi, en fait, un tiroir qui était enfermé à double tour depuis des années, depuis mes années nageuses. Et c'est là que ça a fait renaître, en fait, cette ambition et ce désir de porter le maillot bleu, blanc, rouge. OK. Et du coup, concrètement, comment ça se passe pour pouvoir rentrer en équipe de France? Tu as des courses de sélection. Il y a des courses qui sont annoncées sur un objectif qui, en général, c'est des courses qui ressemblent quand même à l'objectif annuel de l'objectif fédéral, quoi. Donc, tu as des courses qui sont qualificatives, et puis tu as aussi les championnats de France qui sont qualificatives. Donc, en général, c'est sur 2-3 courses. Enfin, après, les critères de sélection, ils varient d'une année à une autre, mais globalement, c'est ça. T'as une ou deux courses phares sélectives, et puis t'as aussi les championnats de France qui ont lieu annuellement, où tu peux prétendre, notamment si t'es champion de France, à rentrer en équipe de France. OK. Juste pour rebondir sur, le sens de ta pratique, une question que tu t'es beaucoup posée après le Covid. Est-ce que c'est Ouais. une question que tu continues de te poser fréquemment aujourd'hui? Si je te demande pourquoi tu cours, qu'est-ce que tu répondrais? Je me pose plus cette question, parce que pourquoi je cours, c'est parce que ça fait vraiment
partie de mon équilibre et de mon bien-être. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça m'aide dans ma vie pour, tu vois, quand j'ai un truc qui me tracasse ou je cherche une réponse à quelque chose qui a rien à voir avec le sport. Hein, ça peut être un problème professionnel ou quelque chose de familial ou autre. Et ben, quand je vais courir, j'ai l'impression d'avoir les idées plus claires après, d'être plus lucide sur mes prises de décision. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis aussi, encore une fois, quand on y revient sur le long, le long, ça me permet vraiment en fait, c'est vraiment le moment où tu t'évades, et où ton téléphone, en fait, il fonctionne pas, quoi. Il est en mode avion et t'as personne, on peut pas te contacter, t'as pas le boulot, t'as pas des... En fait, ta charge mentale, quand tu cours, elle est, j'ai envie de te dire, inexistante. Il faut quand même penser à bien t'hydrater, à bien manger pour pas finir dans le bas-côté. Mais globalement, la charge mentale est tellement réduite quand tu es en montagne, quand tu cours et que tu dois juste rallier à un point A, à un point B. Et je trouve que dans nos vies actuelles, c'est quand même assez rare d'être à un moment comme ça où il y a plus rien, quoi. Où t'as plus rien sur les épaules, tu penses à plus rien, t'es juste dans la nature, t'avances, tu sais que tu dois relier ce point-là et en fait c'est énormément pour ça que je cours et que j'apprécie les efforts longs, c'est que bah tu fais durer le plaisir déjà quand quand tu fais du long, quand c'est plus long bah forcément t'es plus longtemps déconnecté et ça m'apporte vraiment ça en fait, ça te ramène vraiment à des trucs de base de avancer, te nourrir, t'hydrater et puis voilà, c'est tout. C'est trouve-moi une activité où tu peux faire ça. Alors il y en a, ça peut passer par faire une expo, écouter de la musique. Il y en a qui arrivent à méditer pendant des heures. Bah moi, c'est vraiment ce moment-là où je cours. Pourquoi je cours? Bah c'est juste pour me reconnecter à ça, pour revivre ce moment-là. C'est d'être toute seule et de penser à rien d'autre. Enfin, voilà, d'être libre dans ma tête. Et bon, c'est aussi une forme de méditation hein, finalement, mais du coup, j'ai peut-être besoin de la course à pied pour atteindre cet état-là. Et voilà, c'est pour ça que je cours. Ok, c'est intéressant. Sur les dernières années, du coup, quelle place occupe le trail dans ta vie? Parce que j'imagine que c'est quand même assez chronophage. Pour avoir un ordre d'idée, comment est-ce que tu organises ton entraînement et ça représente à peu près quel volume hebdo? Mon entraînement, alors il est assez calibré parce que tu sais donc mon activité professionnelle à côté, donc j'ai pas du petit, enfin je me lève pas le matin en me disant bon alors comment je vais m'organiser aujourd'hui. Je me lève, je vais bosser. Les jours sont définis, les entraînements sont bloqués dans mon agenda aussi pro parce que ça me permet que ce soit cadré. Donc si j'ai décidé que entre 13h et 14h j'ai une séance, bah du coup je bloque pour et je me laisse pas déborder par d'autres choses parce que sinon tu peux jamais faire tes trucs. Toi, t'es tout le temps sollicité, tu peux toujours rajouter un patient, tu peux toujours prendre des urgences en plus et en fait si t'as pas cette rigueur là, bah tu t'oublies complètement. Donc en gros, le volume, il est très 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 variable sur une saison. Moi, il est vraiment rythmé par mes objectifs. Gros objectifs, bah, je vais avoir tendance à augmenter le curseur du boulot pour pouvoir absorber peut-être le retard que j'ai pu prendre 15 jours, 3 semaines avant un gros objectif ou quand je suis super speed parce qu'il faut que j'aille absolument à l'entraînement, bah, je peux avoir des courriers, je sais pas, des petits courriers en retard et tout, bah, du coup, je les reporte et du coup, j'essaie vraiment, c'est jamais linéaire dans une saison entière, il y a toujours des moments où il y a une chose qui est plus prédominante que l'autre. Donc, pas, tu vois, typiquement avant l'Autriche, avant Innsbruck et les mondiaux, bah, oui, j'allais bosser et j'avais mon emploi du temps habituel, mais c'était aussi énormément rythmé par le stage équipe de France, par les week-ends en montagne, les choses comme ça. Donc forcément, bah, t'es moins présente sur les congrès médicaux, tu lis moins d'articles médicaux, t'es moins dans le côté médecine. Et puis une fois passé l'objectif, bah, tu te replonges dedans. Donc tu vois, c'est très aléatoire. Globalement, la semaine, je fais des entraînements assez courts
d'une heure, 1 heure et demie que je cale soit le soir ou le midi. Et puis les week-ends, j'augmente un peu le volume parce que c'est nécessaire pour faire du long. Et puis après, j'essaie de caler des petits week-end chocs qui durent 3-4 jours où j'augmente mon volume. Les stages équipe de France aussi, ça me permet de faire une semaine de charge, une semaine de travail, sans la charge mentale du cabinet, sans la logistique de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est très appréciable. Donc voilà, tu vois, c'est dur de répondre à cette question parce que selon le mois où tu vas me la poser, la semaine, ce sera différent. Donc Ok. voilà, mais globalement, à retenir, la semaine, c'est des entraînements assez courts, entre midi et 2 ou le soir, avec un volume qui augmente plus sur le week-end. Et puis, je profite de mes congés, des vacances pour augmenter la charge d'entraînement. Ok. Tu réussi à trouver l'équilibre justement entre vie pro et sport. Enfin, c'est quelque chose qui a mis du temps avant de trouver une organisation qui te convienne et qui soit malléable, on va dire, au fil des mois, ou est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu as toujours réussi à mettre en place assez facilement? Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu à ce niveau-là? Je pense que comme j'ai toujours eu une rigueur entre les études et ma passion et le sport, donc ça pouvait être au collège, lycée avec la natation parce que j'étais pas en sport-études. Donc j'allais en cours la journée, je m'entraînais le soir et je faisais mes devoirs après. Donc j'ai toujours été très organisée. Donc je pense que ça m'a servi vraiment pour mes années futures. Donc c'est quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure, hein, avec les années. Euh, c'est toujours un équilibre précaire, hein, parce que il y a des moments ça passe moins bien que ça passe moins bien que d'autres. Il y a des moments où t'es plus fatigué, t'as plus de contraintes, t'as plus de sollicitations professionnelles, donc il y a un peu de frustration. T'es obligé de diminuer un peu la course à pied, l'entraînement. C'est malléable en fait. Je pense OK. que le maître mot pour tout ça, c'est l'adaptabilité, quoi. Il faut être capable de t'adapter à des circonstances qui peuvent varier au cours d'une année. Donc il y a rien qui est évident, il y a rien qui est facile, mais oui, je pense que avoir trouvé un équilibre. Bon là, il va falloir que mon équilibre se il va être un petit peu perturbé, donc il va falloir voilà, c'est encore un nouveau challenge avec cette grossesse et l'arrivée de mon bébé, c'est que bah, l'équilibre que j'avais trouvé dans ces dernières années, et ben là, il va être allez, on met carte sur table, on enlève tout et on reconstruit. Et c'est ça, en fait, ça va être, ce serait se leurrer, enfin, se mettre le doigt dans l'œil de dire c'est un équilibre qui va pour toutes circonstances de vie. Non, là, je sais très bien qu'il va falloir que je retravaille la chose pour retrouver à nouveau une certaine forme de sérénité et que ça se passe bien. Ah OK, bien sûr. Hem, Tout à l'heure, du coup, je te parlais un petit peu, ouais, de volume, donc tu me disais que ça change beaucoup en fonction des objectifs que tu prépares. Tu as évoqué les mondiaux, donc par exemple, si on se dit, par exemple, à 8 semaines avant les mondiaux, 10 semaines avant les mondiaux, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu à quoi ressemble une semaine type? Et bien, du coup, bah, ça reste encore une fois, on va dire que avant les mondiaux, du lundi au jeudi soir, ça reste entraînement matin ou soir, enfin midi ou soir, pardon, d'une heure et demie. Ça c'est voilà, et du vendredi au dimanche, un peu plus de volume. Notamment, je travaille pas le vendredi matin, bah, je peux aller faire 3 heures de sortie en vélo ou à pied, et puis mettre une charge encore le samedi et remettre une charge le dimanche. Donc c'était plutôt ça. Je pense que faudrait que je regarde là sur mes stats pré-mondiaux, mais après je suis pas à des volumes de 20-25 heures, hein. Enfin, contrairement à certains, en fait, je devais être autour des 15 heures, je pense, 15-16 heures. Encore une fois, si ça tombe, si tu me poses cette question et que je suis en stage avec l'équipe de France, bah, il y aura forcément un peu plus, mais c'est une semaine parmi d'autres. Donc, j'ai pas un volume non plus énorme. Et après, il y a toute cette partie d'entraînement dont on parle, mais en fait, il faut pas oublier que le côté normalement récup, sieste, sommeil, ça fait partie aussi de l'entraînement.
Et c'est quelque chose que j'ai tendance à quand même lésiner c'est à ces moments-là, parce que du coup après je retourne quand je m'entraîne entre midi et deux ou le soir, enfin je retourne au cabinet le lendemain. Donc encore une fois, quand je me prends une semaine et que je suis en stage soit solo ou avec l'équipe de France, l'avantage c'est que tu peux la partie entraînement invisible, kiné, la partie récup, les bains, la sieste, ça c'est sûr que ça fait partie, c'est des heures d'entraînement qu'on ne compte pas globalement, mais il faudrait quoi, parce qu'au final ça fait partie de l'entraînement de bien récupérer. Donc voilà, je me suis un peu perdue dans ta question, mais Tu parlais de semaine type d'entraînement. ouais, Ça répond. ça va. Et du coup, oui, donc du coup, t'es plutôt, en général, tu t'entraînes une fois par jour, du lundi au Ouais, dimanche? Ouais, OK, d'accord. alors les week-ends, ça peut m'arriver de doubler. OK. Notamment de faire par exemple une sortie vélo et puis derrière d'aller courir 1 heure, ou enfin de doubler les deux sports différents. C'est quelque chose que je t'avoue que j'aime pas trop, mais que je fais quand même, surtout voilà, quand le coach le demande et que c'est dans le plan. Je suis pas une grande fan de. J'aime bien quand tu sais, tu as 3-4 heures devant toi, tu fais ton entraînement et puis après en fait, t'as l'impression que le job est fait, entre guillemets, et puis tu passes à autre chose. Tu passes du temps avec ta famille, avec ton conjoint, tu vas faire une expo, tu vois des copains, et moi j'ai un peu du mal à me dire faut y retourner le soir ou à un autre moment de la journée, parce que j'ai l'impression que alors peut-être qu'en volume horaire ça pourrait faire pareil, tu vois. Imaginons on te dit tu fais 2 heures le matin, 2 heures le soir. Eh ben, je préfère faire 4 heures d'un coup que de découper. Donc, mais bon, voilà. Après, ça m'arrive de le faire, notamment quand tu es en stage avec l'équipe de France. C'est des choses qu'on fait tous les jours, quoi, de doubler. Donc voilà. Mais c'est pas quelque chose. Même, je me souviens quand j'étais nageuse, c'était pareil. Quand on était en stage et qu'il fallait se mettre à l'eau à 6 heures et se remettre le soir à 18 heures. Bon, je le fais, mais c'est pas un truc que j'affectionne particulièrement. OK. Du coup, tu fais uniquement des sorties, pour travailler le volume. Est-ce que tu fais aussi des séances d'intensité pour travailler des qualités spécifiques ou pas? Notamment le mardi soir avec mon club d'entraînement, avec les têtes d'or runners. On fait plutôt des séances d'intensité, ça peut être VMA, seuil. Et puis après, tu peux aussi dans le reste de la semaine, des séances pour nous, notre spécificité qui est le trail, des séances en côte, du trail de descente. Donc oui, ça je fais aussi en parallèle, ouais. En OK. général, c'est deux sur la répartition, je fais 2 intenses sur une semaine, quoi. OK. C'est rare que je sois à 3 intensités par semaine, quand même. OK. Un petit peu de PPG aussi ou pas? Oui, Ou pas? Oui? oui, oui. Je fais du renfo, du renfo avec un ami avec qui je travaille, enfin un collègue, ami, Quentin au boulot, qui a monté sa structure qui est la Condition Academy. Et avec lui, toutes les semaines, une fois par semaine, je fais 1 heure de renfo. Chargé, hein, donc c'est pas du renfo poids de corps, on met de la charge. Et en fait, ça pour quelqu'un qui a pas le temps de faire des heures et des heures en montagne, parce que c'est vrai que moi je pars du principe quand t'as le temps et que tu peux faire tous les jours quasi 2-3 heures de montagne, tu te renforces de manière naturelle. Et là, le fait de pouvoir faire ça, en fait, moi qui manque de temps, je pense que ça m'apporte beaucoup parce que voilà, j'ai pas ce temps-là pour aller en montagne, et le fait de faire du renfort musculaire, de mettre de la charge, je pense que ça m'aide beaucoup dans le côté entraînement, performance, mais aussi prévention des blessures. Donc il y a un double intérêt vraiment dans ce trail-là, et ça j'en fais oui 1 fois par semaine. OK. Comment, toi, enfin, ou peut-être ton coach, vous faites pour, identifier quels sont un peu tes facteurs limitants et qu'est-ce qu'il faut travailler pour justement te faire passer au niveau d'après? Après, je pense que le coach, en plus, plus tu travailles avec le même coach depuis un moment, plus il connaît tes points forts et tes points faibles.
Et puis on se connaît aussi nous, donc moi je sais, enfin voilà, je sais que j'ai des points faibles, je sais que les points forts, il faut continuer à les bosser, mais il faut aussi aller chercher le côté point faible. Donc c'est plutôt lui qui me guide sur voilà, bah, je pense que là il faut plus travailler les montées parce que bah t'habites pas en montagne, donc j'ai des bosses de 400 mètres, ce qui est peu quand tu te présentes à un championnat du monde à Innsbruck où t'as des bosses qui font 1000-1300 mètres d'un coup. Donc bah, c'est sûr que je pense que t'as tes facteurs limitants physiologiques intrinsèques, enfin liés à toi, à, ta composition, enfin voilà, le terme vraiment physio. Et après, tu as les facteurs limitants extrinsèques. Selon là où tu habites, bah, si tu habites en montagne, si tu habites en plaine, bah, forcément, ça peut vite devenir un facteur limitant. Quand tu travailles un objectif, quand tu prépares un objectif où il y a beaucoup de montagnes et que tu habites en plaine, bah, c'est quand même compliqué. Donc là, le facteur limitant, tu l'as tout de suite. Donc ça passe par de la muscu, ça passe par du renfort, ça passe par des week-ends en montagne où il faut aller travailler ce dénivelé positif, mais aussi le dénivelé négatif. Donc voilà, il y a double facteur lié à toi et à tes qualités physiques, et puis aussi lié à l'environnement dans lequel tu évolues, quoi. Ok. Pour ce qui est des championnats du monde, j'ai vu que tu en as déjà pas mal parlé dans d'autres médias, d'autres podcasts, donc je vais pas trop m'attarder Ouais. dessus. J'ai juste peut-être une question par rapport à ça, ce serait aujourd'hui avec le recul, quel regard est-ce que tu portes sur cette course? Est-ce qu'il y a des choses que tu perçois différemment aujourd'hui, par rapport à quand tu l'as vécu? J'avoue que non, pas forcément, parce que je l'ai assez, enfin, je l'ai assez étudié après coup. Enfin, c'est vrai que j'en ai beaucoup, enfin, je l'ai beaucoup raconté, j'en ai beaucoup parlé, et le seul truc que je retiendrai de tout ça, c'est que je suis vraiment fière, enfin contente d'avoir pu faire ma course sans me soucier de tout ce qui se passait autour, quoi. Sans voilà, sans être focalisée sur un objectif de temps, un objectif de place. Enfin, c'est vraiment le truc que je retiendrai, c'est vraiment que je suis restée dans ma bulle et dans mon concentrée sur moi-même pour arriver au bout. Je pense que cette course, elle était tellement, elle me faisait quand même un peu peur. Elle était, enfin, tu vois, impressionnante de l'extérieur avec le ratio kilomètre dénivelé, avec l'enjeu de l'équipe, l'enjeu de la course, bien gérer son ravitaillement, les descentes techniques, parce qu'on était parti en reconnaissance en fait un mois avant, donc on savait très bien à quoi s'attendre, et tout ça en fait mélangé, ça a fait que je pense je me suis mis vraiment en me disant bah voilà, c'est toi contre toi en fait, c'est le but, c'est vraiment de faire la plus belle des courses, et je pense que ça m'a permis vraiment de rester concentrée du début à la fin sur moi-même et de pas m'éparpiller et de pas stresser sur telle ou telle chose. Donc ouais, si j'ai un truc à retenir vraiment avec du recul, c'est parce que là ça va faire quasi et de tout donner sur le jour J pour pouvoir donner la meilleure version de soi-même avec un beau résultat au bout, quoi. OK. Toi, comment est-ce que tu vis tes après-courses? On parle souvent du blues du marathonien ou du sportif d'endurance qui vient de passer une grosse échéance. Toi, comment ça se passe en général? En général, il y a toujours un petit blues, hein, mais je pense que ça aussi, il y a le côté un peu hormonal qui doit vraiment jouer. Et puis c'est quand tu prépares, j'ai pas beaucoup d'objectifs dans une année parce que je peux pas les enchaîner. Comme on a expliqué tout à l'heure, mon année, elle est pas du tout linéaire, et il y a des montagnes russes où à un moment c'est plus le boulot qui est prédominant et un autre le sport. Donc je cible vraiment mes objectifs. Donc quand tu cibles, en fait, bah, du coup, ça fait que derrière, quand c'est terminé, ça te fait quand même bizarre, quoi. Ça te fait quand même un petit vide, dans de préparation, parce que t'as l'habitude de vivre à 100 à l'heure, d'enchaîner entre les entraînements et le boulot, et du coup, d'un coup, tu te retrouves à avoir un petit peu plus de temps libre. Et du coup, bah, oui, ça fait toujours un petit peu bizarre à ce moment-là, mais après,
Honnêtement, il dure jamais bien longtemps parce que le temps libre, il reste limité puisque du coup, je me concentre plus sur le boulot à ce moment-là. Donc, j'ai la tête qui est quand même hyper occupée par d'autres choses. Donc, j'ai pas un vrai spleen comme on peut connaître. Mais oui, il y a quand même émotionnellement, tu sens qu'il y a un truc qui est passé. T'as fait ta prépa, tout ça, c'est fini, c'est derrière toi. Donc, il y a toujours ce petit regard en arrière dans le rétro qui dit bon bah ça y est c'est fini mais à la fois j'ai pas le temps de pleurer là-dessus quoi enfin tu vois après voilà la page est tournée la vie suit son cours donc non ça reste pas très très longtemps mais oui il y a toujours ce petit blues. Ah, OK. Est-ce que dans les années à venir, tu as des objectifs, des rêves un peu fous, des courses ou des défis que tu as toujours voulu faire? Moi, j'aimerais beaucoup, ce que j'avais annoncé aussi déjà, c'est que j'aimerais beaucoup courir aux États-Unis. Il y a certaines courses qui me font 2 courses. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire les deux, mais il y a 2 courses aux États-Unis, à Western et Hard Rock, qui me font vraiment, vraiment envie. C'est assez compliqué pour se qualifier, pour avoir un dossard. Donc voilà, c'est un projet sur du long terme, sur les 3 prochaines années. Et puis après, j'aimerais bien recourir l'UTMB aussi. Que j'ai couru en 2021. Et puis, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas reporter aussi le maillot de l'équipe de France. Donc, euh, donc, tu vois, sur un projet de 3 4 ans, bah, ça, vu que voilà, que j'enchaîne pas les courses et que c'est des choses qui sont bien pesées, bien mesurées, ça va déjà bien m'occuper pour les 3 4 prochaines années, ces objectifs. OK. Est-ce qu'à un moment tu as eu, l'idée de peut-être un jour vivre du trail? Pourquoi pas mettre ta carrière de médecin en pause pendant un certain temps et pour te consacrer pardon à 100 à ta pratique sportive? J'avoue que quand je suis sous l'eau et que je sais plus où donner de la tête, sur un coup de tête, je me dis mais ça doit être trop bien de, de faire ça, mais en fait assez rapidement, je me raisonne et je me dis que j'ai quand même un bon équilibre. Enfin, mon métier me permet quand même de relativiser beaucoup de choses. Si t'as une contre-perf un week-end, si t'es blessé, bah en fait t'as toujours un autre pilier de ta vie qui est bien solide et puis aussi, bah, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices hein, pour devenir médecin. C'est quand même du boulot, les formations à droite à gauche, les stages. C'est quand même des années c'est des belles années, mais c'est des années qui sont pas évidentes non plus. Donc avoir fait tout ça pour après tout mettre entre parenthèses. Non, je pense que j'aurais pas forcément trop apprécié. Après, c'est sûr que travailler moins, c'est plus évident, mais de là à tout arrêter pour me consacrer que au sport, je pense que ça doit quand même pas être évident. Enfin, moi, je trouve que ceux qui font ça, j'admire, hein, parce que c'est de mettre leur carrière professionnelle, leur métier entre parenthèses, parce que t'es vraiment focus 100% sur ta pratique sportive. Et puis, bah, quand ça passe pas, quand t'es blessé, quand t'as des contre-perfs et tout, bah, c'est quand même dur de te raccrocher à d'autres choses. Donc, l'avantage d'avoir mon métier à côté, c'est que, bah, quoi qu'il se passe, le trail, j'avais déjà lu ça, je sais plus qui disait ça, mais là, c'est la principale des choses secondaires, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment, OK. c'est ce qui vient après, donc ça permet vraiment d'être bien équilibré dans sa vie et moi ça me stabilise, ouais. OK. Pour parler un peu plus justement de ta casquette, de médecin du sport, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle, en tant que médecin du sport? Bah, du coup, je fais du suivi de sportifs loisirs amateurs et du suivi de sportifs de haut niveau, sportifs compétiteurs. Donc, t'as quand même un grand panel entre celui bah, justement qui vit de son sport et puis celui dont c'est juste un loisir le week-end. Alors, ça peut être un loisir qui prend 1 fois par semaine et qui prend 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Donc, c'est très étalé, j'ai de tout dans ma patientèle. Donc à la fois c'est du suivi classique, après ça peut être bah tu les vois quand il y a un souci, quand il y a une douleur, un bobo, ça peut être pour les certificats médicaux, ça peut être
et c'est assez varié en fait, pour faire une épreuve d'effort, si besoin, une VO2 max, sur vélo ou sur tapis. Donner des conseils tout simples aussi. Des fois, j'ai des consultations, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, c'est juste pour donner des conseils de nutrition, des conseils de gestion de l'effort. Bon, ça, souvent, c'est des coureurs à pied, du coup, qui viennent me voir dans ces cas-là. Ça va pas être un grimpeur ou en général, c'est plutôt ceux qui pratiquent ton sport. Donc voilà, c'est du suivi, c'est la prise en charge, c'est de l'établissement d'un diagnostic, proposer un traitement un soin quand il y a nécessité. Donc voilà, tu vois, c'est assez varié, quoi. Ok. En quoi ça t'aide, toi, d'être médecin dans ta pratique du sport? Est-ce que être médecin fait de toi une meilleure traileuse? Et inversement, est-ce que être traileuse t'aide à être une meilleure médecin? Bah du coup, je pense que les deux peuvent être vrais parce que ça m'aide, je pense, dans ma pratique pour mieux comprendre mon corps, ce qui s'y passe. Quand j'ai une douleur, même si c'est vraiment pas évident hein, quand même de s'auto-soigner, s'auto-diagnostiquer. En général, t'es pas toujours très enfin, bon, c'est un peu biaisé d'être son propre médecin. D'ailleurs, c'est pas bien. Je suis mon propre médecin déclaré. Je suis mon propre médecin traitant. Mais du coup, ça peut arriver que je demande quand même à mes collègues d'avoir un regard plus neutre quand j'ai un petit souci ou une douleur, parce que t'as tendance quand même à minimiser un petit peu quand c'est pour toi. Donc ça me sert pas toujours d'être mon médecin, mais voilà. Du coup, je pense que ça m'aide dans le cadre de ma pratique, parce que ça m'aide à prendre du recul, ça m'aide à être raisonnable aussi, parce que je vois certains travers de la pratique, par exemple ceux qui peuvent enchaîner les courses sans savoir que la blessure les guette, parce que voilà, il y a une mauvaise récupération, il y a trop d'enchaînement, une pratique trop intense. Bah, ça me permet vraiment de prendre du recul là-dessus et de peut-être mieux gérer ce côté-là. Et puis après, côté médecin, bah oui, forcément, surtout si j'ai des coureurs à pied, quoi. Quand ils me parlent d'une course, ça fait sens. Quand ils me parlent de gestion de la nutrition, ça fait sens. Quand on parle protocole de rééducation, de kiné, tout ce qui peut graviter autour de ça, de renforcement musculaire, forcément, je le fais, je le pratique, je suis moi-même là-dedans, donc je pense que ça m'aide à être plus compétente dans ce domaine-là. Donc c'est un atout aussi dans le cadre de ma pratique professionnelle. Ouais. Ok. Toi, est-ce que tu as déjà eu à dealer avec des blessures plus ou moins importantes depuis que tu pratiques Oui, le j'en trail? ai Ouais. eu. Ouais, surtout à mes débuts dans la course à pied, tu sais, comme en fait, j'étais pas du tout adaptée à la course à pied quand j'ai démarré, vu que j'ai fait de la natation quasi 10 ans, qui est un sport porté avec peu de contraintes musculo-squelettiques. Quand je me suis mis à courir, j'avais peut-être les capacités physiologiques, mais en fait, j'étais pas mon corps était pas du tout adapté. J'avais pas la carrosserie, j'avais le moteur. Clairement, si on prend une voiture, j'avais le moteur, mais j'avais pas du tout la carrosserie pour, quoi. Donc en fait, j'ai connu toutes les blessures du coureur à pied débutant. Hein, enfin, et je me gêne pas pour le dire à mes patients quand on en parle et tout. Je leur dire, bah en fait, j'étais dans le même cas que vous il y a quelques années, parce qu'en fait, j'étais pas adaptée à la course et j'avais les aptitudes pour courir longtemps et augmenter les distances, mais j'étais pas du tout prête. J'avais pas eu la patience de faire les choses par étapes, et du coup, bah j'ai eu des bobos, tendinopathie, périostite, aponévrosite plantaire. Enfin, je vais pas faire le listing complet de mon dossier médical, mais j'ai connu pas mal de blessures, et surtout dans mes premières années de pratique, ouais. Ok. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais enceinte en ce moment. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où sortira l'épisode, tu auras déjà accouché. J'ai interviewé Je il y a pense. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que sinon, c'est que j'ai interviewé il y a pas très longtemps, Johanna Jacuzzi, qui a entre autres, créé une marque de vêtements pour femmes enceintes ouais. sportives.
Pendant l'épisode, on a pas mal parlé de, justement de grossesse sportive, des idées reçues et aussi, de l'absence d'études, sur le sujet. Toi, en tant qu'athlète de haut niveau, enceinte et médecin, c'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu as continué de faire du sport pendant ta grossesse? Et si oui, comment est-ce que tu as adapté les choses? Ah oui, j'ai continué à fond, enfin à fond. J'ai continué le sport et là j'en fais, enfin à l'heure où je te parle, j'en fais toujours au moins un petit peu tous les jours. Donc ça peut être de la course à pied, ça peut être un peu de renfo, du yoga, d'aller nager, enfin que des choses que je pratiquais déjà avant, mais qui me font plaisir et que j'ai envie de continuer à pratiquer parce que ça fait partie de mon équilibre. Après, voilà, les adaptations globalement, tout ce qui va être, on parlait tout à l'heure de séances de fractionnés, de VMA, des choses comme ça, à partir du cinquième, je dirais ouais, milieu du quatrième, cinquième mois, j'ai quand même largement diminué. Je me suis assez entraînée assez vite avec mon cardio en début de grossesse pour essayer de les chiffres en fait globalement ils préconisent c'est 90% de la FC max à pas dépasser. Donc voilà, je me fixais à ça. J'avais mon ressenti aussi personnel au niveau élocution, au niveau respiration, test de la parole, ces choses-là. Mais le cardio m'aidait aussi également à me donner des datas et des valeurs brutes pour pouvoir surveiller sur le moment. Et puis après, de toute façon, t'as le ventre qui grossit, t'as la gêne physique qui arrive. Donc c'est de la constante adaptation. Il y a des jours où tu te sens super en forme et puis il y a des jours où d'autant plus, bon là je suis en congé maternité, mais quand je bossais et que le soir j'allais courir, bah j'ai assez vite, à un moment je me suis rendu compte que le soir aller courir après la journée entière de cabinet, et bah enceinte, ça passait pas toujours très très bien, donc il valait mieux que j'y aille le matin ou entre midi et deux. Tu vois, c'est des petites adaptations de temporalité, mais après ça fait partie aussi de cette période-là où il faut être à l'écoute. Donc les intensités, si on veut plus en faire, bah on en fait plus, c'est tout. Après, si on veut continuer à en faire un peu, bah c'est bien de respecter certaines recommandations, se sentir les jours où on se sent pas forcément très bien, où ça tire un peu dans le ventre, parce que bah mine de rien, on a quand même des changements au niveau physique, au niveau musculo-squelettique, au niveau du bassin, ça tire. Donc il y a des jours où on n'a pas de douleur et puis il y a des jours où il y a des petites douleurs. Donc bah c'est tout, faut adapter en fait. Je pense qu'en tant que sportif, en plus, on se connaît bien, donc c'est bien d'adapter au ressenti du jour et de pas vouloir se dire bah aujourd'hui j'ai prévu de faire 1 heure, alors je fais 1 heure. Hein. Non, en fait, il y a peut-être que 30 minutes ça sera suffisant parce que passer 30 minutes ce sera pas possible le jour J. Donc faut beaucoup de flexibilité sur cette période-là parce que c'est pas les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Donc faut pas se forcer à faire les choses. Moi je pense que si on est sportif de base et qu'on veut continuer à l'être pendant sa grossesse, et ben c'est il y a que des bénéfices à poursuivre son activité sportive. Et puis si on n'en faisait pas avant d'être enceinte et qu'on veut s'y mettre, eh ben c'est possible aussi. C'est sûr que si on courait pas du tout, on va peut-être pas se mettre à courir. Après, ça peut être un désir, mais en général, c'est quand même assez rare qu'une femme qui court pas du tout se mette à courir pendant sa grossesse. Mais il y a pas que la natation, quoi. Il y a d'autres sports qui peuvent être adaptés et faire du bien à la future maman quand elle est enceinte. Donc le message sport et grossesse, il a quand même beaucoup ouais, il a beaucoup évolué ces derniers temps, ces dernières années. Ce qui était un petit peu banni avant est vraiment fortement encouragé maintenant parce que je sais pas si on va rappeler tous les bénéfices de sport et grossesse, mais il y a globalement il y a que des effets positifs sur le fait d'être active enceinte, tant pour le bébé que pour la maman. Donc voilà, c'est un message si on le sent qu'on est en forme et qu'on a envie de continuer ou de se mettre à faire du sport pendant sa grossesse, et ben il faut le faire. Et puis à l'inverse, si on le sent pas du tout et que c'est pas quelque chose qui nous attire et qu'on n'a pas envie de faire du tout de sport pendant sa grossesse, bah c'est tout. On va pas forcer personne et culpabiliser personne, même si les recommandations, la haute autorité de santé, ce serait quand même de bouger, de faire une petite activité physique 30 minutes par jour, donc ça peut être marcher activement,
plutôt que de prendre sa voiture, pour aller à un point A, un point B, de plutôt y aller à pied pour histoire de faire une petite marche active avec un petit essoufflement léger, 30 minutes par jour. Donc voilà, après c'est les recommandations sanitaires, on va dire globales, enceinte ou pas enceinte, mais voilà, pour moi, j'encourage en tout cas la poursuite de l'activité physique en étant enceinte. Et puis, si c'est une grossesse encore une fois, si c'est une grossesse qui se passe bien, quoi. Enfin, faut pas avoir de contre-indication médicale à bouger parce que parfois, à certains stades de grossesse, il peut y avoir des menaces d'accouchement prématuré, il peut y avoir un col un peu ouvert, des choses comme ça. Donc, si le médecin dit, non, là, c'est repos, là, on n'a pas trop le choix, quoi. Faut se plier à la recommandation médicale et on peut pas passer outre. Mais voilà, s'il n'y a pas de contraction, de menaces d'accouchement prématuré, de choses, de perte de liquide ou des choses comme ça, et qui mettraient le feu rouge au niveau médical, il n'y a pas de raison de rester dans son canapé. Ok. Tu parlais d'éviter de dépasser 80% de la fréquence cardiaque maximale. Ouais. Ok. Ce serait Ouais. quoi les risques si on allait au-delà? En fait, ils ont montré qu'au niveau, surtout au niveau premier trimestre, ce serait au niveau hyperthermie fétale, ça augmenterait en fait la température au niveau fœtal et ça pourrait être délétère, notamment au niveau neurologique. Donc voilà. Et puis normalement, il n'y a pas de grosses variations au niveau de la fréquence cardiaque fétale. Donc c'est pas parce que toi tu bats à 190 que forcément le fœtus il est à 190 aussi. Il y a très peu de variations dans certaines études. Ils ont dit que ça allait pas au-delà de 8 pulses de différence. Donc voilà, mais en gros c'est ce qui est ressorti des études. C'était 90%. Ils préconisaient de pas dépasser cette limite-là. Ok. Pour conclure cette interview, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. La Oui. première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Un livre. Alors attends, je réfléchis. Je vais pas être court. Euh, il y en a pas mal quand même. Plutôt quelque chose un roman ou C'est toi qui vois, ta carte blanche. Après, tu peux en citer plusieurs. En ce moment, je suis en train de lire une saga que j'adore, qui est en plusieurs tomes, 7 tomes. C'est Attends, j'ai mangé le Jeffrey Archer. Je sais pas si tu connais. Non. Voilà, Jeffrey Archer, j'adore. Je suis en plein dedans. En fait, j'ai mis longtemps à le lire parce que il y a 7 ouvrages et c'est un petit peu long. Euh, Après, moi, j'aime bien, en général, j'aime bien les récits, tu vois, les récits d'aventure, les récits de sport, les livres de sportifs, enfin, pas forcément les biographies, mais tu vois, un peu sur les carrières des sportifs, les livres liés sportifs et leur carrière, quoi. Donc ça, en général, c'est des choses que j'aime bien, que j'aime beaucoup lire, tout ce qui est histoire vraie, pas Ok. forcément tout ce qui est roman. Là, précisément, non, mais voilà, en gros, c'est ça. J'aime bien un peu les suites, les sagas comme Jeffrey Archer, et puis après ouais, les livres un peu d'aventure, d'explorateur. Ok. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? C'est dur, ça, comme question. Bah oui. Ce que j'aimerais laisser derrière moi, c'est que avec le travail, tout est possible. Et pas partir en se disant, non, j'ai pas les armes pour, donc je peux pas y arriver. En fait, souvent, on entend ça, non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. En fait, en réfléchissant comme ça, tu te fermes plein de barrières, quoi. Donc, je pense qu'il faut toujours croire, si on a un rêve, un projet, il faut toujours croire en ce rêve et ce projet, et puis essayer de trouver en soi les meilleures cartes, les meilleurs ingrédients qui vont faire que tu vas pouvoir atteindre ce projet, et pas se dire, oui, il me manque ça, 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 donc j'y arriverai pas. Ouais, c'est intéressant. Toi, par exemple, ça t'est déjà arrivé de te dire, je sais pas, quand tu voyais des gens courir des 100 miles, te dire: «Ouais, mais c'est impossible,
c'est pas fait pour moi, jamais je pourrais y arriver, ou est-ce que tu as toujours su que c'était possible? Non, j'ai pas toujours su que c'était possible. Je me suis dit au tout début, quand j'ai découvert l'ultra et les courses longues, je me suis dit c'est pas, ce sera pas fait pour moi. Enfin, c'est hyper dur. J'ai pas l'entraînement. Je vais pas y arriver, quoi. Donc, mais après, le tout quand tu te dis ça, après, c'est de qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver, qu'est-ce que je peux faire pour mieux organiser ma vie, pour m'entraîner pour une distance longue. Et c'est ce qui a fait qu'en 2019, quand j'ai préparé que je me suis inscrite à la Diagonale des Fous, c'est là où j'ai pris un entraîneur, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah oui, alors j'ai pas les cartes, j'habite à Lyon, je cours 40 km par semaine et je veux faire la Diagonale des Fous. Bon, bah alors là, ça va pas. Il faut changer des choses, il faut trouver quelqu'un, t'aider pour que ça t'aide dans ta vie professionnelle et ta vie sportive, et structurer un peu tout ça et te proposer un entraînement qui sera adapté pour répondre à l'objectif que tu as envie de réaliser. Ok. Donc oui, je me suis dit ça, et puis je peux me le dire encore aujourd'hui, hein, pour d'autres défis, pour d'autres trucs. Mais le tout, c'est de se le dire, se l'avouer, et puis après de trouver les solutions, rebondir pour pouvoir accéder à cette envie, à ce désir, quoi. Ok. Et enfin, dernière question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? L'anecdote, et ben du coup l'anecdote, parce que là on parle des débuts en ultra et tout. Moi j'ai découvert l'ultra trail et donc l'UTMB quand j'ai préparé ma thèse pour être docteur en médecine. En 2014, j'étais bénévole entre autres sur une des courses de l'UTMB. Et j'avais commencé en 2013, 2014 et 2015, ouais. Et en fait, j'ai vu le départ de l'UTMB depuis j'ai un copain qui bossait pour la presse, et du coup, j'étais sur les balcons. Je sais pas si tu vois l'arche de départ de l'UTMB à Chamonix. Ouais. J'étais sur un des balcons vraiment à 2-3 mètres du départ en hauteur, et je voyais super bien ce départ. Et j'ai vraiment eu des frissons, tu vois, la petite larme qui a coulé quand la musique elle a retenti, puis qu'ils sont tous partis en montagne, et que moi après de mon côté je suis partie avec mon sac de médecin perché au grand col ferré à les attendre. Et en fait, ce moment-là pour moi il a été hyper fort, parce que je me suis dit un jour c'est sûr je participerai à cette course. Enfin, elle me fait peur, hein, c'est long, 170 km et 10 000, c'est un truc de fou. Mais voilà, je me suis dit, c'est sûr, je veux être sur cet âge de départ un jour. Et puis en 2021, quand je me retrouve du coup sur cette âge de départ, et que je regarde, le go allait être donné, enfin tu vois, c'était dans les 10 secondes, il y a eu la musique et tout ça, et que j'ai regardé exactement au même endroit où j'étais, sur ce balcon, du coup 7 ans auparavant. Et là, je me suis dit, waouh. Enfin, en fait, ça m'a fait vraiment un truc, un petit électrochoc, en me disant, mais t'as trop de chance, là, ça y est, c'est bon, t'as réalisé ce que tu voulais. Et du coup, ça m'a déchargé aussi un peu de la pression de la course et de l'emballement qu'il peut y avoir au départ, parce que, en fait, voilà, juste simple fait de regarder ce balcon, je me suis vue quelques années auparavant, et j'étais déjà super fière d'être là au départ, parce que j'avais déjà rempli, enfin, pour moi, un peu une partie du contrat. Alors, il fallait faire le tour, hein, mais voilà, du coup, je pense que ce moment de sport, il restera longtemps, parce que j'ai les deux visions, tu vois. J'ai la vision de celle qui était dans le balcon, qui connaissait rien à l'ultra et qui regarde ça de loin, quelques années plus tard, bah, avec le dossard sur le torse et tout le travail accompli pour arriver jusque là. Donc, c'est une belle anecdote, enfin, c'est une de mes bonnes anecdotes de sport, je pense. Ça marche, je te remercie pour le partage. Sur ce, merci de m'avoir accordé un petit peu de ton précieux temps. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Globalement sur Instagram, Marion Delesse, je suis sur Instagram. Voilà, c'est l'interface privilégiée. Ok, ça marche. Mais écoute, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Encore merci et beaucoup de réussite pour Merci, la suite. Merci, c'est gentil. Bonne continuation à toi aussi. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront.
Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.